Alors, bienvenue tout le monde. Je suis très, très, très excitée aujourd'hui, non seulement parce que c'est la première conférence d'une série que ça fait des années que moi, j'ai envie de faire une série comme ça parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez combien je suis passionnée sur la flore digestive et je suis aussi très passionnée sur la prévention ultime. Donc, c'est comment qu'on peut prévenir, c'est même avant qu'on soit né. Donc, souvent, comme la transmission de la flore se fait pendant la grossesse, donc de s'assurer que les parents aient une bonne flore et la transmettent à la future génération, ben moi, ça a toujours été ma plus grosse mission qu'un jour, je sois capable de tellement transmettre l'information que les gens soient capables de réparer la flore avant même qu'ils tombent enceintes. Et donc, d'un coup, ça élimine toutes les maladies qui sont reliées à une mauvaise flore, donc dans une seule génération, comme les problèmes de peau, les problèmes d'intolérance alimentaire, les problèmes digestifs, les problèmes de concentration. Il y a de plus en plus d'études, les problèmes de douleurs chroniques, de maladies auto-immunes. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Aujourd'hui, on a un sujet spécifique avec les défis et les différents mythes aussi au niveau de l'allaitement parce que, et en fait, c'est drôle parce que ça a été comme, moi, ça fait longtemps que je veux éduquer des gens à ce sujet et ça a été comme parce qu'on est dans la semaine mondiale de l'allaitement, c'est là que j'ai écrit Jennifer, qui est vraiment ma personne ressource quand que j'ai des questions au niveau de l'allaitement ou que je rencontre des personnes qui ont des défis au niveau de l'allaitement. Je leur réfère Jennifer parce qu'elle, non seulement, elle est hyper connaissante en termes de non seulement les défis qu'on peut avoir au niveau de l'allaitement, puis on va en parler un peu plus, mais aussi elle a beaucoup de connaissances dans les liens avec le microbiote et les connaissances avec la santé globale et l'approche de la médecine fonctionnelle. Ça a été vraiment un plaisir quand on s'est rencontrés la première fois avec toujours des conversations qui finissent jamais. Et donc, vraiment, Jennifer est consultante en lactation. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de la lactation, les défis qu'il peut y avoir, Jennifer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire à toi? Comment tu as découvert ce monde et comment justement tu as appris à propos de tous ces défis qu'ils peuvent avoir en fait? Oui, bien absolument. C'est certain, la vie nous amène des places où parfois ça nous surprend. Pour moi, après la naissance de mes enfants, ça m'a amené dans une voie complètement différente que par rapport à ce que j'ai prévu dans ma vie. Donc, j'ai commencé comme bénévole avec la Chili Canada comme monitrice et j'ai trouvé que je l'aimais beaucoup, 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 ce travail-là. Donc, j'ai commencé de retourner aux études, puis ensuite, j'ai pris tous les cours pour devenir consultante en lactation. C'est drôle parce que le parcours peut être différent pour une personne à l'autre, c'est dépendant d'où on part. Au Canada, à date, il n'y a pas encore un programme universitaire, mais par contre, il existe aux États-Unis. Donc, pour ceux qui habitent dans un pays où il n'y a pas un programme comme ça, il faut qu'on aille chercher des cours un peu partout pour combler toutes les prérequis pour être capable d'aller prendre l'examination pour devenir consultante en lactation. Donc, c'était un travail pendant plusieurs années pour se préparer. Puis ensuite, il y a les gros examens internationaux que tout le monde a écrit en même temps. Donc, Gros examen. Moi, j'ai déjà, je crois qu'à chaque année, il y a une conférence pour la formation continue et c'était fou comment moi, j'y ai été une année pour justement apprendre un peu plus sur c'était quoi les défis qu'on pouvait avoir quand on allait. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, justement, une consultante en lactation, c'est vraiment quelqu'un qui va aider tout de suite dès qu'on a des différents problèmes avec l'allaitement. Puis justement, Jennifer, c'est quoi les différents problèmes qui peuvent arriver quand que parce que souvent c'est très dur hein, quand on vient d'accoucher, dépendamment surtout avec ce qui est en train d'arriver dans le monde présentement, on est de plus en plus isolé et souvent
pas juste au niveau de l'allaitement, mais même quand on est enceinte, là, tout le monde déballe leurs trucs, leurs conseils. Et des fois, ça peut être pas facile parce que chaque personne est différente. Et donc, des fois, les problèmes qu'une personne peut avoir eu au niveau de l'allaitement sont très différents de ce que la personne peut vivre. Et donc, des fois, d'avoir des conseils de personnes qui ont étudié dans ce domaine, mais aussi qui ont aussi de l'expérience pour pouvoir aider chaque personne. Parce que c'est quoi qui arrive souvent? En fait, Jennifer, dans ton cas, c'est à quel moment que tu vois que les mères ont le plus de difficultés quand elles allaitent? Est-ce que c'est tout de suite au début ou des fois c'est plus tard, quand que le bébé grandit un peu plus? Ou c'est quoi que tu vois les plus gros défis qui arrivent à quel moment et de quelle façon? C'est certain que ça peut varier d'un cas à l'autre, mais la plupart du temps, c'est vraiment plutôt au début de leur allaitement. Normalement, mes clientes, je le vois dans les premières 2 semaines. Parfois, je vais voir des clients avec des bébés un peu plus vieux, mais habituellement, c'est les premières 2 semaines. Et c'est des choses comme ben, l'enfant ne mange pas assez ou la mère ressentit une douleur. Mais en arrière, tout ça, le problème le plus gros, honnêtement, c'est la confiance et c'est le manque de connaissances. Malheureusement, comme un peu partout au monde en ce moment, il y a vraiment notre système de santé est vraiment, vraiment bouleversé en ce moment. Il y a un gros manque des infirmières. Donc, on le voit un peu partout. Mais au niveau de l'allaitement, on le voit beaucoup parce qu'il y a encore plus de manque de préparation pour les familles. Donc, ça mène un manque de connaissances et aussi, dans notre société, on est tellement loin d'une société allaitante. On a encore beaucoup, beaucoup d'influences qui peuvent rendre l'allaitement plus difficile que ça devrait être. Donc, on se trouve dans une situation de manque de confiance pour les parents et ça peut causer beaucoup de problèmes, ça. Et qu'est-ce que tu dirais sont ces points justement qui ne sont pas, parce que on dirait aussi que de nos jours, des fois, il y a l'autre côté de la médaille, il y a beaucoup il y a du jugement si on n'allait pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait, disons que, en fait, c'est drôle parce que même si on regarde sur l'histoire de comment l'allaitement est devenu moins populaire, disons, il y a 50 ans environ, je ne sais plus c'est combien d'années exactement, mais c'était vraiment par besoin de catégoriser encore plus qu'est-ce que le bébé a besoin de boire. Et là, vraiment, il mesurait tant de boissons à telle heure, etc. Et donc, dans le temps, quand que toute cette science est commencé à arriver sur l'alimentation de bébés, ce qui est arrivé, c'est que les personnes qui n'avaient pas les ressources pour acheter la formule, ils étaient comme considérés que si tu allaites, c'est parce que tu es pauvre. Il y avait toute cette lourdeur un peu qui a un peu amené une histoire négative autour de l'allaitement. Donc, si on regarde beaucoup des fois nos grands-mères ou nos mères ont vécu un peu cette perception que la formule était mieux que l'allaitement. Mais si on essaie de reproduire, en fait, la science dans le temps n'était pas capable de comprendre le transfert, justement, du microbiote, donc des bonnes bactéries qui se fait à travers l'allaitement. Il y a tellement de choses et je crois que jusqu'à présent, la science n'est même pas encore rendue à un point où on peut mesurer tout ce qui se transfère dans cet allaitement au niveau de nos hormones, les hormones de la mère, etc. Puis en fait, c'est vrai que c'est un gros sujet, ce qu'on a aujourd'hui. Il y a tellement d'impact, tellement de choses qu'on pourrait parler sur comment des fois quand le père peut aider, etc. Donc, c'est vrai que c'est très vaste, tous les sujets. Il y a beaucoup de polémiques, des fois aussi, qui ressortent à ce sujet, parce que je crois que de nos jours, il y a aussi l'autre côté où maintenant, on connaît de plus en plus les avantages de l'allaitement et donc, il peut y avoir le jugement si on ne le fait pas. Mais avant ça même, et on va en parler un peu de ça, que chaque personne, justement, sont différentes et que des fois, en fait, premièrement, je pense que sur quelque chose qu'on s'entend tous, c'est que le jugement ne doit pas être présent. Surtout, un peu, j'adore ce que tu disais, Jennifer, c'est le plus gros défi, c'est le manque de confiance, le manque d'information. C'est vrai qu'on n'est pas outillé. Et en fait, moi, je n'ai pas encore eu la chance d'aller dans l'aventure, de devenir maman ou quoi que ce soit. Mais je ne suis pas vraiment au courant de
quand tu tombes enceinte, est-ce qu'il y a des ressources qu'on donne pour, comme, je sais que toi, tu parlais tout à l'heure que tu étais bénévole dans la Ligue de la Leche, c'est ça? Ça, c'est au Québec, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a À travers le Canada, en fait. le Canada? Et c'est une Oui, puis association. en fait, la Ligue La Lecce, c'est vraiment à travers le monde. Mais dans chaque pays, il y a différents groupes. Il y a la Ligue La Lecce qui est basée plutôt en Québec et les parties francophones du Canada. Il y a aussi la Lecce Canada qui est spécifique pour le Canada, mais c'est chapeauté par une organisation mondiale. Wow! Et ça, c'est une organisation. C'est quoi son but, cette organisation? C'est pour soutenir les familles dans leur objectif d'allaitement. Point. Et vraiment de transmettre les informations à propos de quand on a de la difficulté. Donc, et quand tu dis que justement le manque de préparation, c'est quoi cette préparation justement qu'on devrait avoir comme connaissance pour essayer d'avoir la meilleure expérience puis la meilleure confiance quand on commence à allaiter, surtout quand c'est notre première expérience? Mais premièrement, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a qui est normal pour un bébé. Qu'est-ce qu'il y a qui est normal comme un bébé? C'est quoi les comportements qu'on devrait voir? On est passé d'une société où les biberons, les formules et la préparation étaient plus communes. Donc, exemple, quand un bébé est nourri par biberon et une préparation, ça reste dans le système digestif plus longtemps. Donc, le bébé va boire moins souvent. Le lait maternel est tellement bien accepté par le corps du bébé, c'est digéré hyper rapidement. Donc, un bébé allaité va réclamer les seins un peu plus souvent. Mais quand on regarde sur le norme biologique, c'est normal. Mais à cause que c'est différent de ce qu'on connu et ce que nos parents ont connu, il y a un conflit qui amène un manque de confiance. Je comprends. Donc, il y a comme un peu ce jugement d'une génération à l'autre qui ont eu des différentes méthodes, que là, si jamais le bébé allait plus souvent, c'est ça? C'est plus souvent ou moins souvent? Plus souvent pour un bébé allaité, et ça laisse rentrer des questions. Mais est-ce que vous avez assez de lait? Est-ce que le bébé a besoin de manger plus? Wow! Et c'est vrai que c'est drôle parce que on dirait que dès qu'une femme est enceinte, ça commence même dès qu'une femme est enceinte, là, tout le monde, c'est drôle parce qu'on dirait que tout le monde est tellement émerveillé par les bébés, que tout le monde est attiré à une femme enceinte, au bébé ensuite, que là, tout le monde se permet de donner des commentaires et un peu de rentrer dans la bulle, un peu de souvent qui est non, je sais pas c'est quoi le mot, mais euh, non, c'est comme si c'est des questions non demandées. Non, il y a un mot pour ça, mais j'arrive pas à le trouver aujourd'hui. C'est comme une femme enceinte. Souvent, les gens sont le droit de toucher son ventre. Exact. Est-ce que tu ferais ça avec quelqu'un qui n'est pas enceinte? Je pense pas. Mais les questions, les jugements, c'est un peu pareil. Donc, dès qu'une femme tombe enceinte, elle est beaucoup plus vulnérable à ces jugements-là. Ouais. Et c'est sans consentement, en fait. C'est que tu poses pas de questions, puis là, les gens arrivent avec leur solution déjà. Et c'est pas nécessairement des personnes qui sont. C'est toujours souvent par amour que les conseils sont donnés, par cœur, mais si on n'a pas l'expérience, en fait, le plus qu'on est ignorant dans tous les défis qu'il peut avoir, le plus qu'on a tendance à donner un conseil, alors que souvent les plus gros experts vont toujours respecter cette relation et pouvoir guider correctement dans un bon encadrement, dans un bon environnement. Et donc, c'est vrai que à ce moment-là, c'est là que ce genre de questionnement, de jugement, ça peut briser un peu la confiance à ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et dès qu'une maman a plusieurs questions qui commencent à arriver, ben là, c'est là que c'est un peu plus difficile. Et est-ce que, donc, en termes de préparation, c'est de savoir justement les différences entre quand on allait, quand on donne la formule. C'était intéressant ce que tu disais. Je ne savais pas que quand on donnait la formule, là, tout d'un coup, ça peut changer aussi la fréquence à quelle fréquence le bébé va demander l'allaitement. Donc, est-ce est-ce qu'il y a des impacts un peu plus sur le long terme à ce niveau-là quand que...
Ben, l'allaitement permet à l'enfant de régler son apport, en fait. Mhm. Donc, ça, il y a un impact positif tout le long de son vie. Ouais. C'est vrai, ça, je suis puis on va en parler justement dans 2 semaines. On va avoir Sandra Griffin qui va parler Hmm. de l'alimentation de bébé dans sa première année de vie. Et donc, justement, à travers l'allaitement, c'est souvent le bébé qui va réguler combien il mange en fonction de sa faim, en fonction de combien il grandit, parce que justement, les besoins dépendent justement de ce que le corps va faire dans cette journée-là. Et donc, ça Oui, peut varier. absolument. Et Ça peut être très variable d'une journée à l'autre, hein. Comme des adultes, si on a des journées où on est plus actif, on va manger un peu plus. Les ados, là, quand ils sont dans la perte de croissance, moi, là, mon frigo est vide en ce moment. J'ai 3 ados chez moi. OK? Mais les bébés, c'est pareil. La croissance d'un bébé n'est pas linéaire, là. C'est pas comme ça, là. Ça va un peu comme ça. OK? ouais. Donc, les journées où le bébé va grandir plus, mais là, il va demander le sein beaucoup plus souvent. Euh, je dis à mes clients, les bébés sont comme, ils ont un moteur gros comme un Ferrari, mais le bidon d'essence, c'est gros comme une petite tondeuse. Donc, il faut le remplir très, très, très souvent. Et parfois, le moteur, ça roule plus, donc il faut le remplir encore plus souvent. Je vois, je vois. Puis c'est intéressant parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre, ça dépend. Moi, je me rappelle que ma mère, elle parle souvent de cette histoire que mon grand-père, quand il est né, elle dit, elle allaitait pas longtemps, quelques minutes, c'était déjà terminé. Puis elle dit, est-ce qu'il en a assez? Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être plus aussi longtemps que, que, que les autres ou quoi que ce soit. C'est un des plus gros pièges hein, quand on se compare aux autres. Mhm. Et le pédiatre, il regardait mon frère. Mon frère était un gros bébé, vraiment. Là, il disait, regardez la ligne de croissance des autres de la norme et regardez où votre fils il est. Là, il était comme Jumbo Baby. Il dit, avec ça, Mhm. il est en train d'avoir tous les besoins qu'il a besoin. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que ça dépend, puis les enfants vont avoir des besoins différents. Puis je crois aussi qu'il y a une différence de comment l'enfant va être attaché au sein. Peut-être que j'utilise pas les bons termes, mais comment qu'il va, son genre de succion, est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir une succion, une rapidité différente? Comment ça Oh, fonctionne? absolument, absolument. Comme des humides. Et donc, tu disais que ça variait beaucoup d'un enfant à un autre en termes peux-tu nous en expliquer un peu plus? Absolument. Un peu comme des adultes. Il y en a des adultes qui mangent rapidement. Puis il y a d'autres qui préfèrent de prendre le temps un peu plus. Mais les bébés sont pareils. Ils- tu sais, c'est pas juste la préférence du bébé, aussi un bébé peut être vraiment, OK, quand je mange, je vais manger rapidement. Puis il y a un bébé qui va prendre ça plus relax. Mais il y a encore la production de lait de la mère, le débit. Tout ça, ça peut affecter la durée des boires. Donc, l'important, c'est vraiment de regarder l'ensemble des choses pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le bébé remplit bien ses couches? C'est certain, les premières semaines, les premiers mois, on parle beaucoup des couches. Hein? Donc, pour une bébé naissante, à partir d'une semaine, on cherche une bonne 6 à 8 couches très lourdes chaque jour, avec au moins 3 selles qui sont gros comme un 4 crédits chaque jour. Donc, si les couches sont bien remplies, habituellement, ça veut dire que le lait a bien rentré. Donc, normalement, on attend que le bébé a une bonne gain de poids à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant. Puis justement, on parlait tout à l'heure pourquoi c'est tellement important que le bébé soit en train de décider de la fréquence, etc. Parce que sur le long terme, et c'est de ça que je parlais tout à l'heure quand on va avoir la nutritionniste dans 2 semaines, donc pas ce jeudi d'après, on va parler de l'effet de nos jours, en fait, surtout dans le passé, quand il y avait beaucoup cette force sur finis ton assiette, tu auras ton dessert juste si tu finis ton assiette. Donc, on a comme développé tous ces patterns où on n'écoutait plus nos signaux de faim et de satiété. On n'a pas la même faim, un peu comme ce que Jennifer a disait, que justement, dépendamment de ce qu'on a bougé, etc., ben, on peut avoir des besoins différents et de pouvoir être à l'écoute de cette faim, ben, ça peut commencer déjà quand on Mhm. crée cette relation d'allaitement.
ou si jamais on force parce que là, on calcule, ben là, il n'a pas fini son biberon ou j'ai l'impression qu'il n'a pas bu assez, etc., ben, on crée un peu cette nouvelle façon de gérer ce qu'on consomme, cette relation à l'alimentation qui commence des premiers jours, en fait. Ouais. C'est certain, il y a certains cas où il faut diriger le bébé un peu plus. Exemple, un jeune bébé qui ne prend pas assez de poids peut manquer d'énergie. Puis ensuite, le bébé n'aurait pas assez d'énergie de demander le sein. Donc, il faut prendre des démarches pour augmenter son apport quotidien pour qu'éventuellement, il puisse avoir l'énergie pour gérer ça toute seule. Oui, c'est très bien, ça, Jennifer. Et justement, quel autre défi que tu vois dans ton expérience donc les premiers signaux, c'est si bébé prend pas assez de poids, si les couches sont pas assez remplies, que là, il faudrait peut-être demander de l'aide pour voir justement qu'est-ce qui fait que, puis un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qu'il faut aller vérifier, mais c'est lesquels que tu vois les plus fréquents? Oui. En fait, il y a parfois des signes qui arrivent même avant qu'on voit un problème avec son gain de poids. Les mères peuvent avoir une douleur ou on peut remarquer que le bébé n'est pas très actif au sein. Donc, on va installer le bébé au sein, mais le bébé s'endort tout de suite. Ça, c'est un signe qu'on doit intervenir pour vraiment bien regarder qu'est-ce qui se passe et améliorer le transfert de lait. La douleur aussi, il faut comprendre que la douleur, dans l'allaitement, la douleur n'est jamais normale, même au début, OK? C'est vrai qu'on peut avoir un peu de sensibilité le premier jour qu'on est en train d'apprendre comment mettre le bébé au sein, quand les mamelons sont en train de s'adapter. Le niveau d'élasticité dans les mamelons et les aréoles va améliorer au cours de la première semaine. Donc, les premiers jours, ça peut être sensible, mais on ne devrait jamais avoir mal. Les crevasses sont pas mal. Les crevasses sont pas normales, je m'excuse. Les crevasses sont jamais normales. Donc, il faut comprendre que si on a une douleur, dès qu'on a une douleur, il faut faire quelque chose. Parfois, c'est juste simplement de regarder comment le bébé est placé et faire des petits ajustements et ça va améliorer la prise de la douleur. Mais si on n'arrive pas, c'est là qu'il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas rester avec une douleur parce qu'une douleur peut signaler que le bébé n'est pas bien accroché. Ça va affecter le transfert de lait et éventuellement le gain de poids et la production de lait. Puis là, on tombe dans les difficultés qui sont beaucoup plus difficiles à régler à ce moment-là. Donc, c'est mieux d'intervenir tôt que plus tard. Et justement, qu'est-ce qui fait que souvent le bébé ne va pas bien être accroché? C'est le positionnement. Tout commence avec le positionnement. La manière qu'un bébé est positionné, ça peut tout changer au niveau de la prise. Donc, dans les cas d'une difficulté, la première chose qu'on regarde, c'est toujours le positionnement et comment le bébé est accroché. Si on n'arrive pas de régler les problèmes après ça, mais là, il faut aller chercher plus loin. Ça peut être des freins de langue, des freins de lèvres qui vont affecter la façon que le bébé est capable de téter. Ça peut causer des grosses douleurs, des grosses blessures et manque de transfert de lait. Ça peut être des tensions musculosquelettiques. Si le bébé était en siège ou il y avait des forceps ou des ventouses pendant l'accouchement, ça peut causer des grosses difficultés au niveau de l'allaitement aussi. Puis à ce moment-là, fermement, il faut faire une bonne évaluation pour comprendre c'est quoi le problématique, qu'est-ce qu'il y a qui cause les difficultés. Puis ensuite, on peut proposer des solutions comme peut-être d'aller voir une chiropracticienne ou un ostéopathe qui peut travailler ces tensions-là pour permettre un meilleur fonctionnement physique pour le bébé. Comme ça, le bébé peut mieux téter. Justement, on va avoir Marie-Pierre Coll, qui est chiropraticienne, qui va justement parler de ça à la 4e semaine du mois. Donc, ça va être très intéressant d'aller comprendre un peu tous ces impacts. Et je trouvais ça intéressant tout à l'heure quand tu disais quand bébé commence à dormir. Est-ce que ça s'est relié à sa position, justement? Est-ce que c'est que la position est trop confortable ou c'est quoi qui fait que bébé... Dormir au sein? Ouais. Mais probablement, si le bébé n'est pas bien accroché au sein, le transfert de lait va être réduit.
Un jeune bébé qui ne reçoit pas de lait au sein va s'endormir. OK? Mais une fois le lait s'est mis à couler, le bébé va se réveiller pour téter plus activement. Mais si le bébé ne reçoit pas de lait à cause d'une mauvaise prise, le bébé peut s'endormir tout de suite. Je comprends. C'est comme s'il ne reçoit pas l'objectif qu'il recherche. Donc, à ce Oui. moment-là, et à ce moment-là, s'il ne reçoit pas, c'est parce qu'il n'est pas bien accroché. Et donc, c'est là qu'il faut aller regarder. Puis c'est un des plus gros sujets qu'on voit de nos jours. En fait, je ne sais pas, c'est toi qui pourrais me le dire, mais c'était un des sujets qu'on avait discuté quand même très longuement. C'était le frein de langue qu'on comprenait, en fait, qui commence à être quelque chose qui, puis c'était intéressant parce qu'en termes de l'approche de la médecine fonctionnelle, nous, on comprenait de plus en plus la cause. Puis là, moi, ça m'avait tellement alarmé de voir l'importance, en fait, de ce que nous, on fait dans notre approche. Mais juste avant qu'on explique un peu tout ça, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un frein de langue pour les gens qui ne savent pas c'est quoi? Oui, oui, absolument. Mais la langue est le muscle le plus important en allaitement. Donc, pour bien prendre... Moi, je suis très manuelle quand j'explique les choses, hein, donc j'ai toutes mes bébés. Quand un bébé prend la dans sa bouche, il doit avancer sa langue loin sur le sein. Puis ensuite, il va commencer un mouvement comme une vague pour extraire le lait. Okay? Ça crée une succion, mais aussi ça masse le sein. Okay? Quand une frein de langue, c'est quand l'attache en dessous de la langue qui attache le fond de la bouche, c'est soit trop avancé en dessous de la langue ou trop serré. Et ça peut empêcher le bon mouvement de la langue. Donc, on va avoir des mouvements plus comme ça, où la langue va se reculer quand il va essayer de faire des mouvements dans la vague. Donc, ça peut causer des grosses douleurs, des crevasses et ça peut affecter la capacité d'aller chercher le lait. Donc, on voit un bébé qui s'endort très rapidement au sein, un bébé qui ne prend pas assez de poids et éventuellement que la production de lait soit réduite. Et donc, comment on le voit justement si le bébé a le frein de la langue? Est-ce que c'est vraiment... Mais en fait, c'est pas toujours quelque chose qu'on voit avec les yeux. L'évaluation est complexe et une frein de langue peut se présenter dans des différentes façons. Il y a un type de frein de langue qui sont très, très, très visibles où en dessous de la langue, on va voir une file. OK? Il y a d'autres où c'est plus caché par la mycose. Donc, il y a certaines techniques d'examination qui aident à isoler le frein pour mieux évaluer sa position et la mobilité de la langue. Et c'est vraiment quelque chose qui est complexe. On peut pas juste dire, moi, je vois rien, il n'y a pas de frein. C'est pas si simple. Oui, c'est vrai que dans ton expérience, ça a été quelque chose que des fois, tu as remarqué que ça a été jugé qu'il n'y en avait pas, puis finalement, il y en avait eu un. Et que Et donc, en gros, juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, c'était quelque chose que je ne savais pas c'était quoi. Et je ne sais pas si c'est scientifique que chez l'être humain de savoir, parce que c'est vrai qu'il y a toute une génération qui n'ont pas eu d'allaitement et donc qui pourraient avoir un frein de langue et qui ne le savent pas. Et donc, ça, je pense que c'était avec toi, puis je ne suis pas trop sûre si justement c'est de la science ou quoi que ce soit, mais il me semble que tu m'avais fait faire l'exercice d'ouvrir la bouche grande et de voir si ma langue pouvait toucher le haut de mon palais, genre. Ouais. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire pour des adultes, mais on ne peut pas vraiment demander à un bébé d'ouvrir sa bouche et lever sa langue parce que le bébé ne comprend pas ces choses-là. Donc, il y a d'autres façons qu'on va évaluer. Mais en gros, si jamais, en tant qu'adulte, la langue ne touche pas au palais, ça veut dire que le trait qui est en dessous de la langue, le petit filament, est pas assez, en fait, est trop présent. Donc, il freine la langue à aller toucher le palais pour créer cette succion parce que la langue ne touche pas le palais assez. Ça, je trouvais ça intéressant parce que en orthodontie, puis ça aurait été une autre experte que j'aurais adoré avoir, c'est Dr. Sonia Lapointe, qui, elle, est une orthodontiste fonctionnelle, que justement, quand on n'a pas bien allaité correctement, la langue ne touche pas le palais assez souvent et donc n'ouvre pas le palais pour bien ouvrir
la mâchoire Ouais, est ouais, développée ouais. les dents, et donc les problèmes Ouais. d'orthodontie peuvent Donc, venir. au début, le développement fœtal, le palais est très, très, très haché. OK? Mhm. Et même dans la ventre de sa mère, le bébé commence déjà à téter et la langue aide à écarter le palais et descend lâche. Hmm. Donc, si la langue ne bouge pas comme il faut, mais là, la hache peut rester élevée comme ça, donc on se trouve avec une bouche très étroite, pas assez d'espace pour les dents, mais Mhm. c'est pas juste cosmétique. Une Mais non. hache qui est trop élevée peut obstruer la voie respiratoire. Ouais. Donc, on a beaucoup plus des gens qui ont l'apnée de Hmm. sommeil. Et là, l'apnée de sommeil, ça peut causer une longue liste de problèmes. Donc, c'est pour ça, au niveau fonctionnel, la raison pour laquelle on traite les freins de la langue pour les neurosons, c'est pas juste pour l'allaitement. Souvent, c'est avec l'allaitement qu'on va découvrir qu'il y a un problème. Ouais. Mais on pense au cours de la vie d'un enfant aussi. Et c'est intéressant parce que justement, un des exercices pour savoir si jamais notre langue a fait cet exercice assez souvent, puis là, vous pouvez le faire avec nous, mais juste, parce que ça, c'est Sonia, la docteur Sonia Lapointe qui me l'a enseigné. Donc, quand que vous êtes à juste votre face reposée, votre Mhm. langue, elle se situe où? Et là, il y a des personnes que la langue va être en Est-ce que bas. c'est sur le petit point ici, là? Ça Exact. devrait être ici, là. Exact. La langue devrait être comme juste derrière les dents du haut. Puis Les pour moi, dents c'était sur le très palais. intéressant de connaître cette information parce que moi, j'ai eu des traitements d'orthodontie. Et peut-être que là, je vais vous parler de mes problèmes que vous allez probablement remarquer à chaque fois que je parle maintenant. Mais si vous regardez, mes dents du bas sont C'est plus plus avancées. avancé, hein? Oui. Exact. La mâchoire avancée. Et le problème avec ça, ça cause plein de problèmes au niveau des mâchoires, etc. Mais moi, pour ce problème-là, j'ai eu 5 ans d'orthodontie avec des broches, etc. Puis je devais dormir avec une machine qui reculait ma mâchoire, qui était très douloureuse. C'était fou, les maux de tête, les migraines, etc., que ça a empiré. Mais en plus, après 5 ans d'orthodontie, mes dents sont revenues normales. Donc, comme ce qu'elles étaient supposées. Mais la cause, c'était quoi? Moi, à la base, ma langue est tout le temps en bas. Et donc, ma langue n'avait jamais été rééduquée Ça pousse. d'aller vers le haut. Donc, elle poussait mes dents constamment. Donc là, dès qu'on a enlevé les broches, ben là, automatiquement, mes dents ont été repoussées. Et tout l'effort de 5 ans, l'argent qui a été mis, ça a été perdu. Mhm. Alors que si jamais, à cet âge-là, quand que mon cerveau était encore, en fait, on a toujours de la plasticité, mais quand on est enfant puis qu'on grandit, c'est pas juste le cerveau, c'est toute notre ossature, elle est beaucoup plus plastique parce que justement, on grandit. Mais si jamais il y avait eu ce protocole, donc Dr. Sonia Lapointe, elle parle de l'activateur fonctionnel où elle donne une rééducation de la langue pour que la langue aille au Mhm. palais. Et à ce moment-là, j'aurais pas eu à redevoir faire un problème, puis quasiment que maintenant, je suis rendue à un point où il faudrait que je fasse une chirurgie parce que on a essayé avec l'activateur de faire l'exercice, puis ça, on n'est pas capable de réparer ce qui a été fait en grandissant. Et Ouais. donc, Les approches en orthodontie ont vraiment beaucoup changé, hein? Avant, les techniques étaient toutes reculées. Maintenant, on veut tout avancer et élargir dans la plupart des cas. c'est vrai. Et aussi en termes, donc, comme ce que tu disais, la respiration, les ORL, les problèmes quand au niveau du palais, ça se développe correctement, ben, c'est là qu'on a l'ouverture pour respirer par le nez parce que les narines ont beaucoup plus de filtres avec nos petits poils dans le nez que des fois les gens veulent enlever. Mais ces poils ont une Mhm. fonction pour faire un filtre de toutes les bactéries, alors que dans la bouche, on n'a pas ce filtre-là. Donc, c'est très, très important de respirer par le nez, non seulement pour oxygéner encore plus rapidement le cerveau, et donc, des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes de fatigue à cause qui respirent par la bouche et qui dorment Mhm. aussi en respirant par la bouche. Donc, tous ces impacts-là qui impactent les autres sphères de notre vie, ça commence à est-ce que on a fait ces exercices en ayant les bénéfices de l'allaitement? Donc, Mais la langue dirige tout le développement de la bouche et tout le développement de le corps autour peuvent être affectés. exact. Et je pense, je sais pas, peut-être que je sais pas si j'ai tort, mais est-ce que c'est vrai que la langue est le muscle le plus fort du corps? Quelque chose comme ça?
pense que j'avais entendu ça d'un ostéopathe ou quelque Oui, chose. en termes de masse, oui. Donc c'est un muscle très important parce que si Oui. lui est développé, ben, il affecte les autres parties Et les muscles bougent les os. Oui, les C'est muscles. aussi simple comme ça. Puis, parfois, les gens pensent que c'est les os qui sont plus forts, mais c'est pas vrai. C'est les muscles qui vont bouger les os. Puis une des raisons, je trouvais ça intéressant parce que quand on parle de préparation à la grossesse, on parle très souvent de l'acide folique, l'acide folique, l'acide folique pour les femmes en âge de procréation, donc de Mhm. tomber enceinte. Et je trouve ça intéressant parce que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Mais en gros, ah oui, c'est ça. On va aller dans plus de détails par rapport à, je vais faire des capsules de vidéos. Puis c'est vrai, on va vous mettre un lien dans la description tout à l'heure parce qu'on a décidé de faire un petit récapitulatif de tous les vidéos qu'on va faire avec aussi une feuille un peu sommaire. Mon équipe était tellement excitée à propos de la série qu'on fait que ils ont dit, Natacha, est-ce que je peux faire un sommaire des vidéos, etc. Donc là, on va pouvoir, j'étais tellement contente de voir ça, j'étais comme parfait. Et donc, on va pouvoir envoyer ça. Donc, on va pouvoir mettre un lien où les gens vont pouvoir s'inscrire. Je crois que ça va être quelque chose comme universvital.com/bb. Puis là, on va pouvoir, et je crois qu'il est même en ligne déjà. Et donc, on va pouvoir envoyer plus d'informations à propos de ça, puis les données scientifiques un peu les sources qu'on explique présentement. Mais en gros, ce que nous, on voit en médecine fonctionnelle, c'est qu'environ, puis là, je ne connais pas les statistiques par cœur, mais il y a tout ce qu'on appelle, donc il y a l'acide folique, qui est la vitamine B qu'on prend, qui est très importante pour le développement du bébé neurologique, mais il y a aussi la capacité à la mère de pouvoir activer la vitamine B, donc l'acide folique. Et quand on dit activer, ça veut dire de méthyler. C'est ça un peu le mot qu'on utilise au niveau de la biochimie. Puis moi, c'était drôle parce que une de mes professeurs à McGill, c'était, je crois, ma professeure en anatomie ou biologie, c'était elle, à McGill, qui avait fait les recherches qui non seulement montraient que quand on était capable de bien méthyler, activer la vitamine B, que ça aidait au niveau de la grossesse, mais aussi que ça aidait la qualité du sperme. Donc, que les hommes aussi ont besoin, avant de procréer, de pouvoir avoir, de prendre non seulement de l'acide folique, mais de s'assurer qu'ils sont capables de l'activer. Malheureusement, génétiquement, je ne me rappelle plus des statistiques, mais c'était au moins 30% de la population génétiquement ont des mutations qui ne sont plus capables d'activer assez rapidement, assez correctement l'acide folique. Et donc, il faut beaucoup regarder dans les prénataux que vous prenez, est-ce qu'il y a la version méthylée? Si jamais vous avez cette génétique, parce qu'il n'y a pas encore, je ne pense pas qu'on est rendu malheureusement encore dans notre système où on fait ces recherches génétiques pour pouvoir bien guider Vraiment pas. Vraiment pas. On n'est vraiment pas rendu là. Non, on ne parle même pas de ces vitamines B méthylées qui sont hyper importantes et c'est beaucoup parce que sont les vitamines B qui sont déjà méthylées, donc on pourrait les prendre dans une multivitamine prénatale, mais une marque qui a cette version méthylée qui, elle, est plus chère. Donc, c'est pas nécessairement à la base ce qui est recommandé. Puis, si Et on c'est pas les marques qu'on trouve dans les tablettes, dans les pharmacies le plus facilement non plus, là. C'est vrai, parce qu'en médecine fonctionnelle, en fait, l'approche de la médecine fonctionnelle a été créée par des médecins qui se posaient des questions à propos de pourquoi qui recherchaient la cause de différents symptômes. Je ne veux pas juste savoir quelle maladie on a puis quel traitement faire, mais pourquoi c'est arrivé, puis est-ce que le style de vie a un rapport. Puis les premières marques de produits naturels de qualité, donc on appelle un peu de grade professionnel, ont été créés par ce groupe de médecins, le fondateur, un des fondateurs de l'approche de la médecine fonctionnelle de l'Institut de médecine fonctionnelle, le Dr. Jeffrey Bland, qui lui a créé une des premières marques, la marque Metagenics, qui à la base avait beaucoup de ces produits naturels, non seulement de haute qualité, et aussi de côté sécurité, parce qu'il y a toute la production des fois et la qualité des premiers matériaux qui n'est pas contrôlée du tout dans le système de produits naturels au Canada, parce qu'on n'a pas encore les frais. C'est pas comme le système pharmaceutique où c'est très, très réglementé. Au niveau des produits naturels, ça ne l'est pas encore assez réglementé. Ouais, c'est encore un peu en développement.
Ouais, donc c'est pour ça que c'est encore très, très difficile des fois de s'en sortir et de bien faire des choix. Et donc, c'est beaucoup l'approche de la médecine fonctionnelle qui a vu un peu l'espèce de ce qu'on appelle la nutri-génétique, de comment certains nutriments peuvent modifier l'expression génétique. Donc, même si on a un mauvais gène, ça ne veut pas dire qu'on est pris avec. Il y a certains nutriments qui vont pouvoir aider à ce que ça s'exprime correctement. Et donc, les versions méthylées de l'acide folique sont très, très, très importantes, même si elles sont un peu plus chères, si jamais on ne sait pas quelle génétique on a, parce que c'est vraiment quand on méthyle, on utilise correctement nos vitamines B que le développement neurologique se fait. Et donc, à ce moment-là, tout le système nerveux de l'enfant aussi au niveau du frein de langue, etc., si jamais on méthyle correctement. Ça, c'était quand même intéressant. Là. Quand que j'ai vu ces liens-là, c'est là que ça m'a choqué. Enfin, ça m'a pas choqué, mais c'est venu vraiment à voir que l'importance de ces connaissances, puis que c'est tellement en relation avec l'approche de la médecine fonctionnelle qui parle d'épigénétique, qui parle du microbiote. Ouais. Parce que ça peut, au début de la grossesse, la langue est en fait collée au plancher de la bouche. Puis avec le temps, le petit fil qui est ici va reculer. Mais une frein de langue, ça arrive quand ce processus-là n'est pas complète. Et ce processus-là peut être grandement affecté par la nutrition et comment notre corps va utiliser tous les nutriments. Donc, l'acide folique, c'est un des nutriments principaux impliqués. Donc, oui, il y a encore beaucoup de recherches qui se font en ce moment pour vraiment comprendre tous les détails. Mais ça, c'est très important que si on n'a pas le bon type de l'acide folique, que ça peut empêcher ce processus-là, puis on a le plus de risque de se trouver avec une frein de langue. Et j'adore que tu as mentionné aussi la malnutrition parce qu'il y a aussi, oui, une moins bonne alimentation, mais aussi des problèmes d'absorption de nos jours. La Fondation des maladies canadiennes, des maladies digestives canadiennes, elle a montré des statistiques que 60% des Canadiens avaient un diagnostic de maladie digestive. Et ça, c'est sans compter tous les autres Canadiens qui ont des ballonnements ici et là, mais qui n'en parlent pas vraiment, constipation de temps en temps, puis qui n'en parlent pas, parce que c'est un peu plus tabou de parler de nos selles. Mais les problèmes d'absorption aussi sont un gros problème. Nous, on le voit beaucoup en clinique, justement. Donc, non seulement on absorbe moins bien nos nutriments, mais aussi qu'on a une moins bonne flore. Si jamais on a des problèmes digestifs, c'est souvent à cause d'une moins bonne flore, les bactéries dans notre flore digestive. Et c'est ces bactéries-là qui se transmettent pendant la grossesse. J'ai très, très hâte justement de faire ma série de vidéos qui parlent pas juste d'acide folique, pas juste les femmes non plus, les hommes aussi ont besoin font partie de l'équation et de tous les autres nutriments qui sont très importants, comme les oméga-3 et les oméga-3 aussi. De plus en plus, on en trouve beaucoup de marques, mais si jamais ces oméga-3 viennent d'une source polluée, quand on concentre, disons que maintenant, on parle beaucoup, les femmes, de faire attention à combien de poissons qu'elles mangent à cause du taux de mercure, mais quand on concentre cet oméga-3, si l'oméga-3 n'est pas purifié, on peut concentrer le mercure aussi. Donc, c'est très important d'avoir toutes ces connaissances-là. Donc, j'ai très hâte de faire une petite série là-dessus pour donner encore plus de détails puis les sources scientifiques. Moi, j'aime quand il y a les diapositives, etc. Mais merci, Jennifer, parce que ça éclaire un peu sur le positionnement. Est-ce qu'il y a un problème de frein de langue qui doit être vérifié? Et aussi, est-ce qu'il y a eu des traumas qui sont arrivés lors de l'accouchement et qu'il y a des problèmes musculaires qui font que l'enfant a de la difficulté à se poser puis à allaiter correctement? Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres défis qui peuvent arriver. Et donc, de ne pas hésiter de demander de l'aide, Jennifer est une très, très bonne ressource. Est-ce que, Jennifer, tu fais aussi des Zooms pour aider? Des fois, c'est difficile avec la situation qu'on est en train de vivre, de vraiment voir bébé, de pouvoir En fait, depuis le début de la pandémie, mes consultations sont tous virtuelles. Au début, je n'étais pas certain parce que j'avais jamais fait ça. Est-ce que ça serait aussi efficace?
Mais dans la réalité, ça fonctionne très, très, très bien. Et il y a même des avantages de faire par virtuel. Oui, oui, absolument. Moi, je suis pas pressée de retourner pour des consultations en personne parce que ça fonctionne tellement bien que je vois pas le besoin. Et il y a tellement des avantages pour les parents que je continue comme ça pour l'instant. Que le bébé soit pas dans un environnement stressé lors de l'analyse qui est dans le même environnement. C'est vrai que aussi en termes de déplacement, quand on vient d'accoucher dans les premières semaines, c'est pas toujours facile ça peut être très pratique. C'est intéressant ça qu'il y a plus de bénéfices. Oui. Et quel genre de ressources est-ce que les gens peuvent, si jamais ils sont en Europe, par exemple, est-ce qu'il y a justement un site web international où ils peuvent voir qui sont les consultantes en lactation certifiées? Ça a l'air de quoi à ce niveau-là? Mais normalement, chaque pays va avoir leur association des consultantes en lactation. Il existe une association pour les consultantes en lactation en France. Ici au Québec, c'est l'Association québécoise des consultantes en lactation. Nous, on a un répertoire où on peut trouver une liste de toutes les consultantes qui sont disponibles. Donc, si je peux donner le site web, c'est ibclc.qc.ca. En France, je ne connais pas le site web, mais je sais qu'il existe une association pour les consultantes en lactation. Donc, il faut chercher IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant. Ça, c'est le titre de le genre de professionnels qui peuvent aider avec ces genres de problèmes. Super, merci beaucoup. Puis, je pense aussi que c'est important de quand même mentionner un peu qu'il y a certains cas qui sont plutôt rares quand même, mais qu'il y a quand même certains cas que certaines femmes n'ont pas assez de glandes mammaires. En fait, explique-nous ça que, en fait, moi, je trouvais que c'était important qu'on en parle, qu'il y a certains cas où l'allaitement n'est vraiment pas possible parce qu'il faut enlever aussi toute forme de jugement par rapport à quand on n'arrive pas à allaiter, parce que les femmes qui n'arrivent pas à allaiter à cause de diverses raisons peuvent se sentir très mal quand ça arrive, donc on n'a pas besoin de jugement de plus. Absolument, absolument. Souvent, quand il y a un échec en allaitement, c'est jamais la faute de la mère. Jamais la faute de la mère. C'est plutôt une faute de la société et notre système de santé qui n'était pas là pour soutenir cette femme-là dans ses objectifs ou d'être capable d'offrir des soins cliniques adéquats. Mais c'est vrai que dans un petit pourcentage des cas, les seins ne sont pas assez développés. Donc, il n'y a pas assez de tissus glandulaires pour permettre une production de lait complète. Donc, ces femmes-là peuvent avoir des grosses difficultés en termes de production de lait. On peut faire tous les trucs possibles, mais malheureusement, on est limité dans les améliorations qu'on peut avoir. Dans ces cas-là, on essaie d'avoir le plus de lait possible, mais avant tout, il faut assurer que le bébé est nourri. Point. Il faut que le bébé mange assez. Donc oui, parfois, il faut combler les besoins avec la préparation, mais on doit tout faire pour aider la mère à améliorer sa propre production de lait avant. Mais quand on réalise que on ne peut pas avoir plus d'amélioration sur la production de lait, je peux vous dire que c'est vraiment cruel de culpabiliser la mère pour ces problématiques-là. J'ai travaillé avec plusieurs mères où pendant des semaines, elles font des efforts, puis tout le monde dit, ben, il faut juste travailler plus fort, plus fort. As-tu essayé de faire ça? As-tu essayé de faire ça? Oui, elle a tout fait, puis ça marche pour point. Donc, dans ce cas-là, il faut soutenir la mère à faire d'autres choses pour assurer que le bébé est bien nourri. Exact. C'est pour ça que vraiment d'avoir l'aide d'un expert à ce moment-là qui va pouvoir aider à trouver le pourquoi et de vraiment Absolument. Presque toujours, il y a quelque chose qu'on peut faire pour au moins améliorer les situations jusqu'à un certain point. Donc, il faut faire des efforts avant de décider, bien, ça ne sera pas possible. Exact. Et c'est ça que j'aime de ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que
souvent, c'est beaucoup plus l'effet de la société sur d'avoir pas donné les bonnes ressources au bon moment, parce que c'est vrai que c'est une question de temps, hein. Souvent, quand le premier lait, puis c'est drôle Ça parce que presse. Quand on a des difficultés en allaitement, ça presse. On ne peut pas attendre des mois pour aller voir un spécialiste. Il faut que ce soit là, c'est la vrai journée même, si c'est possible. puis en fait, il y a plusieurs facteurs, comme par exemple, dès l'accouchement, que le bébé soit posé sur la mère pour commencer à développer l'oxytocine, qui est l'hormone qui va faire relâcher le lait. Il y a aussi le premier lait, qui est un peu plus du nom de ce premier lait, est plus jaune. Colostrum. Le colostrum, oh mon Dieu. Colostrum. Ouais. Le colostrum qui est hyper important, même en point de Ouais. vue de la flore digestive. Souvent, quand le bébé naît, il a un intestin perméable. Je parle souvent de perméabilité intestinale, c'est quand on a les trous au niveau de Oui, notre oui, c'est complètement ouvert, ces intestins-là. c'est complètement ouvert parce que c'est comme ça que pendant la grossesse que les aliments se rendent. Donc, il faut que ça soit ouvert. Mais après, dès que l'enfant est né, puis il doit recevoir l'alimentation de l'extérieur, c'est là que le colostrum est très, très riche en les nutriments qui vont permettre de refermer cet intestin et de ne pas créer d'intolérance alimentaire. Oui. Parce que qu'on a ces trous-là, c'est que le système immunitaire reçoit trop les grosses globules d'aliments. Et donc, ça, c'est tout un autre problème de défis. Je crois qu'on va en parler un peu plus avec Sandra, justement, dans 2 semaines, de tous les défis quand les mères essaient d'allaiter puis que le bébé a des intolérances alimentaires, donc de faire les différents régimes d'éviction. Donc, ça, on va en parler un peu avec Sandra parce que malheureusement, si jamais ce premier lait n'a pas été donné, et aussi si jamais la mère avait des problèmes digestifs, ben, le transfert, le lait est plus, disons, inflammatoire d'une certaine sorte, mais on ira un peu plus dans la science, dans les prochains. Mais tout ça, c'est des points qui sont importants parce que c'est vrai que maintenant, si on regarde les statistiques, c'est environ 60% des bébés qui naissent qui sont mis sur un antiacide dans les 6 premiers mois de vie, alors que c'est pas le problème de trop de reflux. Là, c'est vraiment que le système digestif de bébé est inflammé, puis ça va du microbiote, de la flore digestive de la maman. Donc ça, on va en parler un peu plus dans les différentes vidéos. Mais ça va un peu avec le transfert de la flore qui se fait avant même qu'on tombe enceinte. Donc, c'est tout. Complètement en ligne avec ça. Exact. Donc, tout ça, c'est ces premiers contacts, etc. Puis après, les premiers supports dans les premiers jours. Dans les premiers jours sont très importants parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit, Jennifer, tout à l'heure, que si on a mal, c'est pas normal et il faut demander de l'aide. C'est supposé être, oui, des fois, comme tu disais au début, ça peut être normal d'avoir un peu mal, mais pas dans un sens que c'est pas plaisant comme événement, en fait, disons. Donc, mais Oui, si on remarque que quand le bébé prend le sein, on fait c'est pas normal ça. Point. C'est pas normal. On ne devrait pas faire des respirations qu'on fait pendant l'accouchement, pendant le bébé prend le sein. Mais je vois des femmes avec des orteils comme ça qui retiennent leur souffle à cause de la douleur. C'est pas normal. Donc, il faut absolument aller chercher de l'aide à ce moment-là. Ouais. Et un peu comme ce que tu disais, Jennifer, aussi pour les femmes qui, à un moment après avoir eu de l'aide assez, puis qu'on voit qu'il n'y a pas de possibilité, ben de jamais se sentir coupable. J'adore ce que tu as dit, que c'est très souvent pas la faute de la mère, c'est juste qu'elle n'a pas été bien encadrée. Et aussi, moi, j'aime beaucoup dire que j'aime beaucoup déculpabiliser aussi au niveau de l'allaitement parce que il n'y a rien qui ne peut pas être réparé après au niveau de la flore. Comme souvent, nous, on va voir des personnes dans qui sont déjà âgées dans leur phase adulte, puis qui n'ont jamais été allaitées, qui n'ont jamais eu tout ça, puis qu'on est capable de réparer leur flore plus tard. Donc, il ne faut jamais se sentir coupable et rester avec ce genre d'émotions parce que, et moi, j'ai la grande conscience que tout arrive pour une raison dans la vie. Donc, il faut toujours juste comprendre pourquoi, puis avancer et se sentir libéré en comprenant c'est quoi que le message de la vie avait pour nous. Donc, c'est ça en gros. Absolument. Merci Jennifer d'avoir partagé ces différentes prises de conscience parce que c'est vrai que souvent quand on n'a pas ces connaissances, ben il peut y avoir un peu plus de jugement, beaucoup un peu comme ce qu'on disait au début. Et c'est vrai que des fois ça nous concerne pas,
parce qu'on n'est pas en période même moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais même pas en train d'y penser de peut-être avoir des enfants ou quoi que ce soit. Mais ça nous aide à, pour plus tard, si jamais on va en avoir, ben déjà être outillé, parce que c'est vrai que quand ça arrive très vite avec la vie qu'on a de nos jours, tout est très rapide. Et donc, c'est très important de demander de l'aide. Ah oui, j'avais une question rapide pour toi, Jennifer. Ça peut aussi arriver des fois OK. que tout va bien quand on allait, puis après, tout d'un coup, le bébé ne prend plus le sein. J'ai une de mes amies qui vient Une de vivre grève de tété, oui, ça peut arriver. une grève de tété. C'est ça que ça Une s'appelle. grève de tété, une grève de tété. Oui, oui, oui. Souvent, c'est des bébés qui sont un peu plus vieux. Ça peut être à cause des dents, ça peut être parce qu'il y a un événement. Peut-être le bébé, les premières dents ont paru, puis le bébé essaie de comprendre quoi faire avec, puis le mot de sa mère. Puis la réaction de la mère était un peu forte, puis ça donnait peur au bébé, puis là, le bébé ne veut plus. Ça peut arriver. Pour toutes sortes de raisons. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de peau à peau avec le bébé. On ne force pas, mais on assure que c'est toujours présente. Et éventuellement, normalement, le bébé va reprendre le sein. J'adore. Quelle belle façon de terminer la conférence parce que le pot à pot, ça aide tout le monde. Même chez les adultes, nous, on a un peu la règle que si jamais on se dispute ou quoi que ce soit ou qu'on ne voit pas les choses de la même perception, on fait juste se donner un câlin pour essayer de ne pas rester avec la mémoire de ce qui a été dit, mais de reprendre parce qu'un câlin augmente l'oxytocine qui est l'hormone de l'amour et Ah que oui. cette hormone pour notre bonheur, mais aussi plein de fonctions dans le corps, vraiment. Donc, d'être en peau à peau, ça enlève tous les mémoires négatives avant même Absolument. dans notre subconscient. L'oxytocine est tellement importante pour l'allaitement, là. Ça provoque le réflexe d'éjection, ça provoque l'écoulement de lait, ça favorise l'attachement avec les bébés. Donc, le pas à peau, ça peut vraiment faire des miracles. Et c'est pour ça justement que c'est les différents ports de bébé qu'on attache puis que le bébé est vraiment collé toute la journée. C'est vrai que c'est pratique aussi parce qu'on a les mains libres, mais de vraiment pouvoir avoir. C'est vrai qu'en Afrique, c'était le bébé était toujours collé, porté et les mamans faisaient autre chose à côté. Moi, j'avais, je pense, 4 bébés pour mes enfants, là. Une type différente pour chaque activité. J'ai une qui est restée sur la chaise dans la salle de dîner jusqu'à le temps que la petite avait 4 ans. Parce que quand elle était malade, moi, j'étais occupée avec les 2 autres. Donc, OK, on y va sur le dos. Puis comme ça m'a permis de prendre soin d'elle en même temps. Je te préparais le souper. Puis Et le pot à pot fonctionne aussi avec l'autre parent. Hein. C'est tellement important de pouvoir aussi laisser le papa faire ce pot à pot. Donc, vraiment, quelle belle façon de terminer cette belle conférence. Donc, si jamais vous avez aimé la conférence, n'hésitez pas à la partager, à écrire aussi en commentaire pour que Jennifer reçoive aussi vos beaux mots, pas juste les miens, mais aussi, il y avait une question qui est arrivée. Existe-t-il des moyens efficaces de substituer le lait de maman? Donc, ça, c'est vrai que c'est un autre sujet quand même assez complexe, mais un peu comme ce qu'on disait au début, il y a pas, la science n'est pas encore rendue à un point où on peut complètement donner un remplacement parfait au lait maternel, mais quand il n'y a pas de... ouais, surtout tout le côté immunitaire. On peut pas reproduire des anticorps. Ouais. Malheureusement, on n'est pas rendu là. Peut-être un jour, mais on n'est pas rendu là aujourd'hui. Non, ouais. Donc, vraiment, quand on se retrouve à avoir tout essayé avec disons, une consultante en lactation, ben à ce moment-là, la consultante en lactation va pouvoir aider dans des conseils de quoi faire en fonction de l'âge, aussi de pédiatre, etc. Mais vraiment, des moyens efficaces de substituer, c'est pas aussi Et efficace. l'OMS recommande le lait donneuse, en fait, comme deuxième choix. Si le lait de la mère n'est pas disponible, l'OMS recommande le lait d'une donneuse. Oui, et c'est Donc, ça, ça peut être une option à considérer. il y a des banques de lait, mais malheureusement, un peu comme ce que tu me disais, Jennifer, ils sont beaucoup plus. C'est plus une question comme au Québec, il n'y a pas assez de capacité. Il y a beaucoup de mères qui voudraient donner du lait. Exact, exact. Ici, la banque de lait est gérée par IME Québec.
On est très content de le voir. Ça fait, je veux dire, à peu près 5 ans que c'est en existence. Mais cette paix-là est réservée pour les grands prématurés qui ont en bas de 32 semaines de développement. Donc, une fois un bébé qui naît prématuré atteint son 32 semaines, malheureusement, en général, il n'y a plus accès à cette lait-là. Mais en ce moment, on dirait qu'il y a un manque de capacité pour traiter le lait. Donc, on espère qu'un jour, on va avoir plus de capacité pour avoir plus de lait disponible pour tous les bébés qui ont besoin. Mais en ce moment, il faut réserver cette lait-là pour les bébés qui sont le plus vulnérables. Oui, parce que c'est ça, c'est vrai que c'est pas facile. Et je sais qu'il y a beaucoup de mères qui, quand elles allaitent, elles essayent d'en donner un peu plus, mais vraiment, c'est vrai que c'est toute une technologie pour vraiment le traiter puis le stocker, etc. Ouais. Et justement pour une maman qui veut congeler son lait pour que papa donne du lait maternel aussi, combien de temps, j'imagine que ce serait peut-être aussi beaucoup d'informations. Je viens de penser à ces questions. Est-ce qu'il y a des choses importantes à ne pas faire si jamais on veut donner aussi en tant que consultante en lactation, il y a aussi tout le biberon, etc., qui des fois peut empêcher à ce que la langue suctionne correctement ou des choses comme ça. Mais en fait, en ce qui concerne le lait, on veut les manipuler le moins possible. Plus qu'on va les manipuler, surtout plus qu'on va le chauffer, plus qu'on risque de perdre certaines choses. Donc, on peut le conserver dans le frigo pendant 5 jours ou au congélateur pendant 6 mois. Mais quand on va le réchauffer, ça va juste simplement avec de l'eau tiède. Donc, on ne veut jamais le mettre dans un poêle sur le four ou dans le micro-ondes parce que les températures élevées vont détruire certains composants. Et pour donner au bébé, c'est toujours mieux avec une tasse. Même les bébés naissants flambant neufs, on peut utiliser une tasse. Et c'est une bonne façon d'offrir un supplément ou un boire au bébé sans nuire l'allaitement. Et d'une tasse, qu'est-ce que ça veut dire? Genre dans la bouche? Comme un petit gobelet, comme les gobelets en plastique qu'on utilise pour les médicaments ou un petit verre à shooter. Et à ce moment-là, le bébé est couché, il n'y a pas des risques d'étouffement? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Je suis très manuelle. Hein? Donc, on va s'asseoir le bébé. Et plutôt assis. Imaginez-vous que c'est une tasse. C'est un petit lait, mais imaginez-vous que c'est une tasse. On va remplir la tasse à moitié. Puis ensuite, on va pencher la tasse jusqu'à temps que le lait se rende aux lèvres des bébés. Puis ensuite, le bébé va laper avec sa langue comme un petit chat pour aller chercher le lait. Donc, ça, c'est un mouvement qui ressemble beaucoup au mouvement que le bébé doit faire avec sa langue au sein. Okay? Et vu que c'est le bébé qui a tout le contrôle, il n'y a pas de risque d'aspiration. C'est certain qu'on ne veut pas verser le lait dans la bouche des bébés. On ne fait jamais ça. Parce que là, le bébé n'a pas de contrôle là-dessus. Mais si on permet le bébé d'aller chercher le lait avec sa langue, c'est le bébé qui contrôle tout. Donc, il n'y a pas de risque d'aspiration à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'un des différents mythes des fois qu'on peut entendre par rapport à... Des fois, il y a beaucoup d'outils qui ont été développés dans les 50 dernières années pour aider les parents, mais la tétine, c'est pas la meilleure façon. C'est au niveau hormonal. Et peux-tu nous parler un peu plus des défis, un peu d'avoir quelque chose dans la bouche? Mais les tétines artificielles peuvent causer une confusion sans tétine. Donc, j'ai parlé tout à l'heure comment le bébé doit bouger sa langue pour aller chercher le lait. Une tétine artificielle, ça coule toute seule, presque. Donc, le bébé ne va pas faire les mêmes mouvements. En plus, ça donne une stimulation beaucoup plus forte au palais. Donc, le bébé reçoit le signal tété quand il sent quelque chose au palais.
Donc, si le bébé est toujours habitué de ressentir une pression forte sur son palais, quand il revient au sein, c'est comme, oh, il n'y a rien là, il n'y a rien là, je sens rien. Donc, c'est pour ça que les tétines artificielles, ça peut causer certains problèmes. Le débit avec une tétine artificielle est beaucoup plus facile aussi. Donc, certains bébés peuvent développer une préférence. Donc, si on veut protéger l'allaitement et on a besoin d'offrir un supplément au bébé ou la mère doit s'absenter, quand c'est possible, on préfère vraiment d'utiliser une tasse ou même si c'est un supplément et la mère est présente, le bébé est capable de prendre le sein, on peut utiliser un petit fil au sein. Donc, le bébé, encore, je vais aller chercher les bébés là. On appelle ça l'indal, une diapositive de l'aide à la lactation. Donc, c'est juste un petit tube comme ça, OK? Et on accroche le bébé au sein et pendant le bébé boit, mais on glisse le tube dans sa bouche. Wow. Donc, il va péter et le lait va monter dans le tube comme une paille. Wow. Comme ça, il peut recevoir son supplément directement au sein. Très intéressant. Donc, si le bébé est capable de prendre le sein, mais il a besoin de manger un peu plus parce que la maman a discuté avec son production de lait, ça peut être vraiment une bonne option d'offrir le supplément parce que non seulement est-ce qu'on évite les confusions synthétiques, mais vu que les bébés têtent au sein, ça aide à stimuler la production de lait. Wow. Ben, merci, parce que c'est vrai qu'il faut protéger l'allaitement. Dès que c'est tous des apprentissages que le bébé apprend très, très rapidement, puis dès que ça devient plus facile, c'est un peu comme la chaise de nos jours. Elle est tellement plus facile qu'on a tous des problèmes de hanche plus tard parce qu'on n'a pas assez travaillé notre position squat statique que on dans les pays sous-développés. Tout le monde, quand ils attendent en squat statique. Ils n'attendent pas sur une chaise. Donc, c'est cette position naturelle que les bébés prennent ou les enfants prennent naturellement que quand on devient adulte, on ne fait plus. Donc, tout ce qui devient plus facile, on perd un peu cette fonctionnalité parce que le cerveau veut toujours retrouver tout ce qui est plus facile. Donc, oui. Merci beaucoup, Jennifer, pour toutes ces informations. Ça m'a fait plaisir. Je crois, comme je disais, écrivez dans les commentaires et si jamais vous avez trouvé que c'était bénéfique pour vous, partagez ou taguez des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et aussi, moi, j'ai toujours la règle que j'enseigne dans mes programmes que si jamais vous avez appris une chose que vous voulez vous rappeler, écrivez-le. C'est en écrivant, en revisant. Donc, moi, j'aime toujours, quand que j'écoute une conférence, de faire comme, OK, une ou deux, trois choses que j'aimerais me rappeler et de reprendre conscience. Donc, souvent, de les écrire dans les commentaires, ça permet de s'en rappeler, que les autres voient que, OK, qu'est-ce qui était intéressant, mais aussi de s'en rappeler et d'aider d'autres personnes qui le voient. Donc, merci encore, Jennifer, pour ta présence, toutes tes super informations. À chaque fois qu'on se parle, j'apprends. Donc, j'adore toujours qu'on connecte et merci encore pour tout ce que tu fais pour les mères et cette belle semaine de sensibilisation à l'allaitement. Quel beau moment pour essayer de enlever la culpabilité puis le stress et d'essayer de donner plus de support et d'informations pour que ces moments-là soient les plus paisibles. Ça me fait plaisir. Super. Donc, passez une très, très belle journée tout le monde. Puis on se revoit jeudi prochain en théorie avec Maryse Martin, qui est une infirmière spécialisée en périnatalité. Donc, on va parler plus de différents mythes sur l'accouchement. Donc, j'ai très, très hâte à cette conférence-là. Donc, passez une belle journée tout le monde. Bye! Bye tout le monde!